Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette émission donc, de rentrée 2025, donc du 24 septembre 2025. Une émission, donc une chronique des barbaries, consacrée à la situation présente et aux difficultés auxquelles nous devons faire face, nous, je dirais, la résistance. Alors, le thème du jour, un petit peu réflexion sur les blocages politiques auxquels nous faisons face et donc les conséquences que cela a dans la société, les conséquences sociales, un pourrissement de la situation parce que ces blocages sont persistants et ne font que s'intensifier. Face à cela, il est plus que temps de faire grandir une alternative, mais pour une raison vraiment tout à fait essentielle, qui est d'échapper au pire, autant que faire se peut désormais. Voilà donc le thème du jour, essayer de mettre en place, de disposer d'une alternative, dès que possible, dès maintenant. Avant cela, je dirais en préambule, plus qu'en préambule, j'ai envie de dire, en exergue de la gravité, de la profondeur même de la situation dans laquelle nous nous trouvons, je voudrais citer Jacques Ellul, donc, qui est connu surtout pour ses travaux sur la technique et les problèmes des sociétés techniciennes. Mais il a également écrit un ouvrage qui s'appelle Propagande et qui est tout à fait intéressant en relation avec la technique, évidemment, mais qui nous donne la profondeur. Donc, dans les années, je crois qu'il date de 1962, cet ouvrage. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Mais nous allons voir comment ces grands penseurs, dont on peine à voir l'existence de nos jours, par rapport à cette époque, eh bien je dirais la profondeur de vision de ces personnes. Jacques Ellul, voilà le visage. Que nous disait-il? Que nous dit-il finalement? La convergence de la propagande et de la technique a produit un homme nouveau. Un homme nouveau, c'est justement ce que souhaitait mettre en place le néolibéralisme dans sa version première, je dirais. Justement, un homme nouveau, l'homo marchandicus, fluide, complètement technicisé, déraciné, sans plus de référence au passé. Il n'y a plus que de l'avenir et voire que du présent. Et qui dit-il en plus de cela? Finalement, l'homme sera totalement intégré au système technicien. Totalement intégré au système technicien, c'est-à-dire que on voit là le transhumanisme, qui est la chose, je dirais, la plus terrible, l'occurrence la plus terrible de cela. Mais avant cela, intégré au système technique, on l'a vu avec ces approches, notamment lors de la pandémie Covid, où une approche purement technicienne a été mise en place, avec justement le recours à des pseudo-vaccins qui n'étaient même pas testés et qui étaient plutôt en phase descendante d'un point de vue scientifique avant cette aubaine quelque part qui a constitué la pandémie pour les laboratoires pharmaceutiques américains avant tout, parce que ne déconnectons pas non plus de cela. Donc cette question justement de l'homme nouveau, de la technique et de l'intégrer au système, et donc de cette propagande qui en fait nous enserre et nous empêche de penser par nous-mêmes, et qui nous enferme quelque part dans des modes de pensée desquels on a du mal à sortir. Et c'est ce que nous allons justement étudier plus précisément aujourd'hui. Avant cela, après cette citation pour méditer, je voudrais jeter quand même un regard sur la période, sur la gravité de la période actuelle. Parce que à quoi a-t-on assisté très récemment à une escalade face à la Russie, premièrement, avec une multitude d'affaires qui sont plus ou moins montées. Là, on voit, il y a eu l'histoire des drones qui seraient arrivés en Pologne, des drones qui n'ont qu'une portée de 700 km, mais qui arrivent à atteindre la Pologne,
se demande comment, et en plus qui ont l'air d'être posés, enfin si vous avez, je ne sais pas si vous avez vu des images, qui ont l'air d'être posés sur des toits, sur des choses comme ça, qui sont même rafistolés avec du scotch. Enfin, c'est une plaisanterie, quoi. C'est incroyable. Donc cette affaire, il y a l'affaire également, on dit il y a des trucs qui dysfonctionnent, c'est de la faute des Russes, ou alors ils ont violé l'espace estonien aérien. Alors il y a un couloir extrêmement étroit hein, dans la mer, le bras de mer qui rejoint le lac qui est en face qui communique avec la mer qui est en face de Saint-Pétersbourg. Enfin bon voilà, des choses complètement. On monte des affaires, en fait on cherche à escalader, ces gens cherchent la guerre. Et on sait pourquoi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je vais y revenir. Deuxième élément extrêmement grave sur la période, c'est la barbarie extrême qui se déroule au Moyen-Orient, avec la reconnaissance de nouveau d'un génocide par une commission de l'ONU. Hein. Donc voilà, Israël commet un génocide à Gaza, la confirmation d'une commission de l'ONU, mais il l'a fait également en Cisjordanie actuellement, où les exactions sont quotidiennes. Il a bombardé le Liban comme de façon terrible. La Syrie, c'est la même chose. L'Iran. Voilà. Donc on est dans une escalade permanente et en toute impunité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une barbarie. Je dirais le capitalisme qui avant était freiné jadis par l'existence de l'URSS, aujourd'hui n'a plus ce frein qui l'empêchait de faire ce qu'il voulait aux quatre coins de la planète. Et je me rappelle des discussions que j'avais eues à l'époque avec des collègues qui disaient mais c'était ce qui les inquiétait, parce que même des gens qui étaient plutôt intégrés au système, voilà, plutôt pro-système, ça les inquiétait parce qu'ils comprenaient bien que le capitalisme allait remontrer crûment son vrai visage. Et nous le voyons là, son visage hideux que beaucoup ont oublié, quand même eux qui sont les fauteurs des deux guerres mondiales, quand même. Ne l'oublions pas, et nous sommes dans la troisième aujourd'hui. Le prélude, malheureusement que des préludes, c'est pourtant si terrible, actuellement en Ukraine qui est le premier front, au deuxième front qui est actuellement au Moyen-Orient. Donc génocide en toute impunité, à ciel ouvert. Mais cela ne s'arrête pas là, puisqu'il y a eu également ce bombardement à Doha, encore effectué par Israël. Donc Doha, qui est censé être quand même plus ou moins un endroit neutre de négociation, etc. C'est comme si on bombardait la Suisse, si vous voulez, hein, en Europe, à toute proportion gardée. Mais donc, censé être un allié des Américains, notamment, bombardé avec le concours des Américains. Hein. Au niveau technique, ils ne peuvent pas faire ça sans le concours des Américains, ou même des Britanniques également. Les Français, je ne sais pas, mais bon, vous savez, il y a les gesticulations à l'ONU et puis il y a la réalité factuelle militaire qui dit le vrai fond de la politique. Donc, mais c'est la fin du droit international. Ça veut dire que le droit international n'a plus aucune importance et de toute façon, ça sera la loi du plus fort et on fait ce qu'on veut et puis c'est tout. Voilà la réalité. Et tout ça nous prépare, en fait, nous amène à une guerre nucléaire. Vraiment, nous en sommes là puisqu'il y a un réarmement dans ce sens qui est en cours. Et il y a un événement très important qui vous a peut-être échappé, mais qui est extrêmement important. C'est, suite à ce bombardement à Doha, c'est l'accord nucléaire, de protection nucléaire, entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite, voyant ça, sait qu'il ne peut plus compter sur le parapluie américain pour le protéger des ennemis, et potentiellement d'Israël, et donc se met sous la protection du nucléaire, des armes nucléaires du Pakistan. Ces deux pays sont très proches depuis longtemps, et ça a été conclu dans les jours qui ont suivi ça. Donc là, ça nous prépare vraiment une guerre nucléaire, puisque l'Arabie Saoudite se met en position de se défendre si on l'attaquait de cette manière. Donc là, c'est extrêmement important. Enfin, c'est un événement d'une grande importance, parce que jusqu'ici, c'était les Américains qui protégeaient l'Arabie Saoudite depuis les années 50. Hein. C'était
doctrine est fondamentale donnée fondamentale de la politique internationale. L'Arabie Saoudite, dans les premiers producteurs de pétrole mondiaux quand même, et disposant des réserves parmi les plus importantes. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? C'est notamment l'analyse de Gérard Chevrier, que je vous invite à visionner, parce que son raisonnement, il tient vraiment la route. Hein, et il fait des raisonnements depuis un certain nombre de temps. Bon, il y a certaines choses sur lesquelles je suis très réticent, notamment dans ses vidéos. Certaines vidéos, il dit qu'on peut survivre à une guerre nucléaire. Moi, honnêtement, je suis très, très sceptique, parce qu'il ne mesure pas, je pense, les effets indirects. Moi, j'avais fait une émission là-dessus. Hein. En fait, les effets directs sont très importants, sont dévastateurs, mais les effets indirects sont encore plus dévastateurs. Bref, ce qu'il dit dans cette vidéo est extrêmement intéressant, et elle s'intitule, le titre dit tout, mais regardez la vidéo, ça vaut vraiment la peine. Vous aurez le lien sur la page du site de AP6R dédié à cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je vérifie que le son fonctionne. Oui, ça fonctionne bien. J'ai un petit doute. Donc, Israël se prépare à utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Et il explique le scénario dans lequel ça pourrait se dérouler. Un scénario qui pourrait être répété après contre d'autres ennemis. On est un peu dans le prélude, hein, dans les répétitions générales de cette troisième guerre mondiale, qui est vraiment à l'œuvre là. On le voit bien déjà sur ces deux fronts, et sur tout ce qui se passe aussi, je dirais, à beaucoup plus bas bruit en Asie. Donc voilà une chose importante sur laquelle je voudrais attirer votre attention, parce que qui donne en définitive vraiment à voir la situation dans laquelle nous nous trouvons réellement. Et donc il explique notamment qu'en France, on n'est pas du tout préparé à ça, contrairement à la Suisse, par exemple. Voilà pour ce contexte général, quand même, qu'il faut avoir en tête, parce que ces blocages, ce pourrissement qui est le cœur et l'alternative qu'il faudrait construire maintenant, c'est dans ce contexte-là, quand même, qu'il faut le prendre. C'est dramatique, je dirais, quelque part, que nous n'arrivions pas à décoller, à faire bouger véritablement les lignes, et que ce blocage et ce pourrissement se produisent. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Donc, nous allons voir d'abord les blocages politiques. Bon, vous en avez certainement en tête, mais il y en a certains autres que je pense ils méritent, que je souhaiterais souligner, que vous n'avez pas forcément en tête, je pense. Donc, inventaire de ces blocages, et je vais vous livrer mon expérience personnelle de cet été, justement, sur ces blocages politiques. Blocages qui aboutissent à un pourrissement social, avec des mots d'ordre comme c'est la faute des boomers, que vous avez entendu cet été, ou c'est Nicolas qui paye. Hein, oui, on a un pourrissement social de cette nature. Et puis faire grandir une alternative, d'accord, mais laquelle et surtout comment? Laquelle et comment, les deux questions sont extrêmement importantes, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, commençons donc par ces blocages politiques et par en faire un inventaire. Donc, déjà, la Ve République qui est sans gouvernement. Donc, on a un Premier ministre depuis 15 jours, donc l'autre est tombé sans avoir réussi à faire grand-chose, et en tout cas pas à obtenir la confiance et à construire un budget. Là, donc, on a un nouveau Premier ministre, mais qui, depuis 15 jours, n'a toujours pas de gouvernement. Alors, normalement, ça prend à peu près une semaine, grand maximum, pour composer un gouvernement. Là, il n'arrive pas, en fait, à composer un gouvernement. Et depuis plus d'un an maintenant, nous sommes dans une situation de crise politique de la Ve République, mais qui va bien au-delà de la Ve République, parce que, en fait, cette Ve République, aucune alternance véritable n'est possible dans ce système. Il faut quand même bien en prendre conscience.
depuis des décennies et des décennies, on nous fait croire qu'il y a une alternance, mais ce sont toujours, comme dirait Michel Onfray, des maastrichtiens qui sont au pouvoir, qu'ils soient étiquetés PS, droite ou centre. De toute façon, ce sont des européistes, ce sont des maastrichtiens, qui ne remettent en cause aucun de ces dogmes néolibéraux, au contraire, qui les mettent en place et qui activent avec toutes les conséquences délétères qu'on a. Et c'est ça la réalité de la situation politique en France et de la Ve République. Qu'on le veuille ou non, hein, vous pouvez dire oui, mais la Ve République... La réalité, c'est là, elle est là. Vous pouvez dire ce que vous voulez, la réalité, elle est celle-là. Ce que je dis, c'est du vrai, c'est du factuel. Mais pire que ça, il n'y a plus d'alternative véritable. C'est-à-dire que les alternatives du XXe siècle, qu'elles soient nationalistes, qu'elles soient, disons, fascistes, de droite nationale, hein, c'est un petit peu la même chose, mais on va dire d'extrême droite pour parler un langage commun, mais sans que ça soit péjoratif, ou de gauche, style communiste ou socialiste, sont, socialistes véritables, je dirais, ces alternatives systémiques, je dirais, elles sont complètement décrédibilisées. Il ne reste que le néolibéralisme, il ne reste que le macronisme. Et ça, c'est vrai en France, mais c'est aussi vrai ailleurs. Hein. Il y a des gens qui vous parlent d'un socialisme du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas trop. Hein. Il n'y a pas... qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. Il n'y a pas de modèle différent. Tout cela toujours dans un contexte, et c'est pour ça qu'il y a cette volonté d'aller vers la guerre, qui est une issue usuelle du parti du capitalisme, hein, comme je le rappelle en conclusion de ce livre, La crise terminale du capitalisme. Hein. Elle fait face, le système actuel fait face à une triple crise. Avec des chocs, hein, et donc des chocs toujours en transition. Donc là, on est dans le 4e vers 5e choc. On est toujours dans cette transition entre le 4e et le 5e choc. J'ai même vérifié si les prévisions que j'avais faites sur le 4e choc se réalisent. Ben oui, ils se réalisent. Hein. Vous pourrez vérifier les émissions. Vous trouverez d'ailleurs les liens de ces émissions. Toujours pareil, sur la page dédiée à cette émission sur le site de l'APCR, nous sommes toujours en transition, et ces chocs qui sont de trois natures, donc crise politique comme nous venons de le voir, mais crise également économique, avec une croissance qui est complètement atone, et qui a une stagnation totale, et une crise sociale également, hein, puisque en définitive l'acceptation, enfin la détestation par exemple de Macron est très importante, mais ceci a aussi un impact sur la société en elle-même qui se délite et se désagrège en définitive. Les nations, ce qui fait le collectif, ce qui fait l'homme aussi, l'homme est un animal social, se délite, se désagrège chaque jour un peu plus, à travers notamment de l'individualisme. Donc voilà cette situation. Alors, ça, c'est une première chose sur les blocages politiques. Je dirais, ça, c'est quelque chose de connu, quelque part. Je vois ça parce que c'est quand même important. Parce que ça explique quand même, c'est le fond des choses. Mais je vais vous livrer mes expériences de cet été. Et l'expérience de cet été, là, ça concerne plus particulièrement les gens, des résistants, des opposants, je dirais. C'est l'incapacité à débattre. J'avais fait une émission, une chronique des barbaries il y a quelques temps également, quelques années, qui s'appelait L'écoute impossible, mais on est toujours là-dedans. Malgré les difficultés qui continuent, la crise qui s'aggrave et qui devient vraiment de plus en plus prégnante, et il faudra sans doute passer par là, hein, j'ai déjà dit, mais j'ai toujours l'espoir que des gens se réveillent, se débloquent dans leur esprit, sortent de leur prison mentale. C'est l'incapacité à débattre que j'ai constaté cet été. Notamment cet été, j'ai discuté avec un blogueur qui s'appelle Descartes, hein, blog de Descartes, en toute modestie, excusez du peu. Donc justement, on a discuté un petit peu une constitution de juriste ou une constitution d'ingénieur, hein, qu'il a posté. Et donc nous avons commencé à débattre. Puis j'ai arrêté parce que, en définitive, on s'aperçoit que ce débat, en fait, il tourne en rond et que vous n'arriverez pas à avancer dans le débat. Vous voyez ?
Vous amenez des arguments, et de toute façon, l'autre, il n'écoute pas, il reste sur son truc, il va sortir je veux pas dire des trucs à la Hanouna, mais des arguments qui n'en sont pas, ou qui sont pas réfléchis, et au bout d'un moment, vous dites, mais je perds mon temps à débattre, en fait, enfin, à pseudo-débattre, parce qu'en fait, dans un débat, normalement, chacun grandit, chacun se nourrit. C'est un peu ça l'idée, surtout si on est du même côté, enfin, si on se bat contre le système en place. Non, là, c'est pas du tout. Là, en fait, on est dans cette situation où chacun déjà dépend des positions, de toute façon, il bougera pas. Hein, il est incapable de bouger, incapable d'évoluer. C'est du bien triste, parce que nous, c'est carrément la démarche inverse qu'on a fait depuis qu'on a mis en place cette question d'un PCC, d'une perspective de la 6ème République, qui s'est construit au fur et à mesure, et qui peut se modifier à tout moment, il n'y a aucun problème. Il n'y a que le réel qui nous intéresse. Quand c'est que la réalité qui vous intéresse, parce que la situation est trop préoccupante pour se raconter d'histoires et vivre dans des vieilles lunes, des vieilles illusions, et de se dire ben, on a déjà la solution, puis on va construire le raisonnement qui permet d'arriver à cette conclusion. Bon, ben, voilà, on est complètement là-dedans. Autre débat que j'ai eu, la lettre de Philippe Arnaud, donc ami du monde diplomatique. On est complètement là-dedans. Pareil, je lui dis, mais attendez, il parlait d'extrême droite. Lui, il colle l'étiquette extrême droite, puis ça y est, à partir de là, il a collé cette étiquette, ça y est, c'est fini. Et je discutais de cette catégorisation, justement. Mais non, il y a un blocage. Vous dites des choses, mais en fait, les gens n'écoutent pas ce que vous dites. Ils pensent, ils répondent à ce que vous pensez que vous dites, ou ce qu'eux, ils veulent penser de ce que vous dites. Enfin, des trucs qui n'ont aucun sens. Donc, vous ne pouvez pas débattre. C'est assez terrible d'en arriver là. Et encore une autre personne, différente encore cette fois-ci, Jean-Claude Herman, donc qui a écrit Gilets jaunes, je crois que c'est un ancien gendarme. Là, c'est différent. Lui, parfois, il vous insulte, hein, mais il s'en aperçoit même pas. Et puis, vous lui montrez, vous lui dites, posez des arguments, mais il a... donc, lui, il déteste la République. Donc, nous, parce qu'on appelle ce qu'on propose une République, qui est juste une opposition à la monarchie. Je lui dis, il y a plein de formes de République, etc. Non, il y a un blocage. C'est triste, quoi, je dirais. C'est triste. Et il n'y a pas une... oui, pour construire quelque chose, pour sortir de l'impasse dans laquelle on est, des blocages dans lesquels on est, il faut faire preuve d'ouverture, d'inventivité, d'écoute des autres, se nourrir les uns les autres, d'intelligence collective. Là, on est complètement pas du tout là-dedans. Bon. Et donc, sur 3 exemples quand même extrêmement différents. Parce qu'en fait, les gens, ils ont une logique, ils vous répondent en fait dans une logique de combat. Ils ont une position, ils sont pas dans la recherche de la vérité, ils la détiennent déjà. Ils ont déjà la vérité. Donc à partir de là, ils sont dans une logique de combat. Si vous ne pensez pas comme eux, vous êtes un adversaire, et donc il faut vous bombarder, trouver des arguments, des techniques même de rhétorique pour ne pas vous répondre. Et c'est une perte de temps. Enfin, moi, j'ai arrêté de discuter, parce qu'au bout d'un moment, vous dites, mais à quoi bon? Ça sert absolument à rien. Quand on n'est pas dans une logique de débat, je vous invite, si vous voulez voir ce que c'est qu'une logique de débat, vous regardez les émissions du CRC et les émissions du CDRS, Cercle de renouvellement spirituel et Cercle de renouvellement constitutionnel. Là, on est dans une vraie logique des débats, où les gens s'écoutent vraiment. Et ils disent... voilà, c'est ça une logique de débat. On n'est pas d'accord, ça n'empêche pas qu'on n'est pas d'accord, mais on est dans une logique d'écoute bienveillante de l'autre, et se dire, on va essayer d'avancer, même si on ne partage pas les mêmes opinions, et qu'on n'arrivera sans doute pas à se mettre d'accord, mais c'est même pas forcément l'objectif. L'objectif, c'est que chacun d'entre nous progresse. Vous voyez? Ils sont pas du tout là-dedans. Pas du tout. Et ça, c'est extrêmement grave, parce que, du coup, tous ces blocages sont figés. On ne peut pas sortir, on est dans une situation de gel. Autre moment cet été, autre expérience, enfin cet été, oui, c'était encore l'été, puisque c'était les universités
rassemblante de Castres, donc là, des week-ends du week-end du 13 et 14 décembre, dont je remercie les organisateurs. Une très belle manifestation, vraiment avec beaucoup de participants, des bénévoles, vraiment une organisation formidable. Franchement, bravo. C'était vraiment très appréciable de participer à ça, avec plein d'intervenants de qualité. Et donc ça, c'est, je dirais, pour le côté positif, ce qui permet de rencontrer d'autres résistants. Mais qu'est-ce qu'on constate dans ce que j'ai constaté à cette UER, Université d'été rassemblante 2025, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez âgées, comme moi, hein, déjà, je m'inclus dedans, et des personnes assez âgées, et on l'a constaté dans des discussions, forcément, ça accroît la probabilité que les idées soient bien établies, si vous voulez. Hein. On s'assouplit rarement, c'est comme les rhumatismes, si vous voulez, on s'assouplit rarement en vieillissant. Hein. Bon, voilà. C'est simplement ça, c'est même sans aller chercher plus loin. Donc là, on est... et puis un manque de curiosité, comme ce que je rencontre partout dans toutes ces universités. C'est vraiment un manque de curiosité, des gens qui sont en face les uns des autres, qui ne se parlent pas, qui vont pas voir ce que vous faites, etc. Moi, j'ai fait le tour de tous les centres, par exemple. Je pense que... Enfin, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais très peu l'ont fait, à vrai dire. Hein. Donc voilà, avec des idées établies et qui... alors, il y en a qui sont vraiment dans la pensée binaire. Enfin, il y en a une personne qui était certainement de gauche. Là, je crois que c'est l'endroit où c'est le pire, en définitive. Ils sont vraiment dans des prisons mentales. Ils ont une pensée binaire en noir et blanc, mais c'est effrayant, quoi. C'est effrayant. Effrayant. Bon, voilà la situation des blocages politiques, idéologiques auxquels nous sommes confrontés et que je constate par expérience. Donc un paysage gelé. Et ce paysage gelé, bon on peut l'élargir au reste de l'opposition, à l'opposition officielle, enfin je dirais. Donc on a les castors à gauche qui construisent des barrages. Donc là, avec ces barrages-là, là ils critiquent Macron, destitution, mais ils ont voté pour lui pour qu'il soit élu. Il faut savoir ce que vous voulez, à un moment donné. Les castors, là. Donc arrêtez de construire des barrages si vous voulez le destituer 3 jours après. Faut être sérieux. Faut être sérieux à un moment donné. De l'autre côté, vous avez un enfermement dans l'union des droites, mais l'union des droites, comme Macron prend une partie de la droite jamais n'arrivera au pouvoir. Elle est incapable, même si elle était rassemblée, elle n'arriverait pas à faire le pouvoir. Et à gauche, c'est la même chose. Donc, à partir de là, c'est l'échec assuré. Le paysage est gelé pour l'éternité. Hein. Donc voilà la situation. Alors, gelé, il y a quand même quelques petits mouvements. Bon, moi j'étais à Debout la France en 2017, j'avais adhéré en 2017, juste avant les Gilets jaunes. Donc c'était le moment d'effervescence. Puis j'ai participé aux Gilets jaunes aussi 3 semaines après mon adhésion. Et donc, au congrès de Debout la France, donc j'ai suivi un petit peu ce qu'a dit le discours de Nicolas Dupont-Aignan. Et donc, c'était intéressant quand même. Une évolution, parce que moi, je lui avais proposé cette question de 6e République. Et il a quand même dit, il faut une nouvelle constitution. Ouh, oui, donc ça bouge. Bon, mais il aurait fallu du temps quand même. Hein, mais ça bouge. Hein, par rapport à la 5e République, il a compris qu'il fallait quand même une nouvelle constitution. Il propose notamment la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, donc un RIC constituant, qui est aussi un des moyens de faire évoluer la Constitution. Oh, voilà, c'est bien. Bon, sur le RIC, je pense qu'il était déjà d'accord depuis un moment. Alors, je ne sais pas s'il était constituant ou pas jusqu'ici, mais voilà, il faut une nouvelle Constitution. Ce sont ses mots propres, hein, donc je n'invente pas. Et puis, il propose également une sortie de l'UE, une sortie de l'OTAN et un rapprochement avec la Russie. Donc, l'Europe gaulliste, hein, de l'Atlantique à l'Oural. Rien de nouveau, je dirais quelque part, mais c'est quand même ça aussi, une perspective qui nous change des va-t-en-guerre qui nous gouvernent aujourd'hui, en France et dans la plupart de l'Europe et de l'Union européenne en particulier. Bon, donc ça avance un peu. C'est gelé, mais je dirais c'est trop lent.
Et c'est trop peu, parce que certes, ces changements seraient nécessaires, la sortie de l'UE, la sortie de l'OTAN, certes, mais la crise, elle est bien plus profonde que ça. La crise sociale, de délitement de la société, il est profond. Et nous allons le voir dans le phénomène de pourrissement, justement, à cause de ces blocages, notamment, mais aussi de cet homme nouveau, dont je parlais tout au début, et dont que Jacques Ellul évoquait. C'est cet homme nouveau, cet homo néolibéralis, complètement fluide sans passer, ça a des conséquences graves sur l'humanité, sur l'homme en tant que tel, sans compter le chômage, l'inactivité, etc. Bon, je ne reviens pas sur tout ça, mais voilà, trop lent, trop peu. Et puis, il y a les impasses stratégiques donc, de Marine Le Pen, le fameux plafond de verre, de NDA, donc Nicolas Dupont-Aignan, et tous ceux qui sont autour, ceux qui proposent que le Frexit, par exemple. Bon, voilà, regardez le Brexit. Le Brexit, certes, ils négocient eux-mêmes les accords, ils peuvent faire des meilleurs accords au niveau international, ça c'est vrai. Mais comme ça a été des gens du système néolibéral qui ont mis en place le Brexit, ils ont ouvert les vannes de l'immigration. Il y a même une université maintenant à Édimbourg, je crois, où il n'y a plus aucun repas qui ne soit pas halal. C'est la recteure, qui est une musulmane, qui vient de prendre ses fonctions, a interdit tous les repas autres que non islamiques. Voilà. Voilà où on en est. Voilà le résultat du Brexit, mené justement donc, par des néolibéraux. Déjà, ils l'ont fait traîner pendant des années, ça a fini par se faire quand même, mais... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu plus d'1 million d'Anglais qui ont défilé à Londres. Plus d'1 million, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des Anglais, hein. Ces Anglais, ils sont plutôt home sweet home, je reste chez moi, etc. Hein. Et pour que plus d'1 million d'Anglais défilent à Londres, c'est vraiment qu'il y a un gros problème, si vous voulez. Et ce problème, c'est lié justement à l'insécurité et à ce multiculturalisme qui ne marche pas et qui n'a jamais marché dans l'histoire. Donc c'est pas nouveau que ça n'aboutit qu'à des guerres civiles. Les gens qui disent tout le monde est beau, tout le monde est gentil, non, ça ne marche pas comme ça. La réalité n'est pas celle-là, c'est tout. C'est pas dramatique, mais ce qu'il faut, c'est en tenir compte. Si on n'en tient pas compte, ce que fait notamment Jean-Luc Mélenchon, qui est aussi dans une impasse stratégique, puisqu'il ne sera jamais élu, c'est bien évident. Il sera saboté par ses amis du PS et qui l'entourent, et même à l'intérieur de son propre parti. Et puis, les syndicats. Donc, pour finir sur ces histoires de Frexit, le Frexit, certes, mais cette mesure toute seule ne suffit pas. Le problème, il est systémique, il est civilisationnel, même si ça c'est bien au-delà d'une simple mesure qui permettrait de tout résoudre. Il peut même avoir des effets, comme on le voit en Grande-Bretagne, des effets pires que si on avait peut-être rien fait. Vous voyez, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est de nouveau la réalité. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la réalité. Le reste ne m'intéresse pas. Les idéologies qui ne correspondent pas à la réalité, c'est de mauvaises idéologies. C'est un mauvais modèle. S'il ne décrit pas la réalité, le modèle, c'est que vous pouvez le mettre à la poubelle. Ou au moins le changer fondamentalement, profondément. Et puis les stratégies des syndicats, où on défile, oui, à plein, des centaines de milliers de personnes, mais ils savent de toute façon que c'est un milieu fermé, donc ils disent de tant que ça déborde pas de ce milieu-là, eux ils peuvent brailler tant qu'on veut, on s'en fiche complètement. Ce qui leur faisait peur justement dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça dépassait ce cadre-là, c'est que ça touchait également, ça embarquait, surtout au début, hein, une frange de la petite bourgeoisie, des petits patrons, etc., des travailleurs indépendants, qui se mettaient dans le mouvement. Donc des gens qui n'avaient jamais manifesté et qui font le cœur du peuple, je dirais. Hein. Et donc là, ça changeait tout. Et là, qui broille toujours, cause toujours, comme dirait. Donc ça les gêne pas du tout, le système en place. Voilà les impasses dans lesquelles nous sommes. Alors, ces blocages, donc du coup, sont durables. Hein. Donc ils ont déjà duré depuis longtemps, mais ils vont continuer à durer si on reste dans cette situation, s'il n'y a pas une alternative qui se fait jour. Et donc du coup, il va y avoir un maintien au pouvoir du bloc central capitaliste, malgré la crise profonde dans laquelle il se trouve. D'ailleurs, c'est ce qui a permis à Macron,
après avoir bien hésité, tant pour désigner Barnier l'année dernière, que Bayrou, où Bayrou s'est imposé à lui, hein, a imposé de ne pas plus le soutenir si il ne le mettait pas Premier ministre. Là, le Cornu, il l'a mis en quelques heures. Hein, il était là. Donc voilà. au fond, ils sont là et ils sont, malgré leur faiblesse, bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Malgré justement leur faiblesse, parce que, bah, comme le dit ce journaliste-là, Macron est contesté tant en France et snobé à l'étranger. Voilà, malgré sa faiblesse politique, eh bien, il demeure central et incontournable et demeure en place. Et c'est ce qui conduit ce blocage durable, qui dure depuis longtemps, qui va continuer à durer, conduit à un pourrissement. Et voyons voir, c'est la deuxième partie, je dirais, de cette présentation, qu'est-ce que c'est que ce pourrissement? Ben, un pourrissement social, un pourrissement de la société. Parce que, justement, il n'y a pas d'alternative et que l'évolution des résistants, des oppositions est trop lente et trop peu. Alors, du coup, ça fait émerger un certain nombre de vocables, de boucs émissaires. Voilà, donc on a entendu notamment Bayrou, mais on l'entend par ailleurs, dire bah, c'est de la faute des boomers, hein, donc des gens qui sont nés dans l'après-guerre, juste à partir des années 40. C'est de leur faute si la société est bloquée. C'est aussi le mouvement Nicolas qui paye, c'est Nicolas qui paye. Mais même s'il y a une part de vérité, bien sûr, là-dedans, évidemment, c'est pas du tout entièrement faux. Mais tout cela, tout seul, ça n'aboutit qu'à des divisions des Français. C'est pas comme ça que l'on va construire une alternative. Ça ne fait que diviser, donc à pourrir la société, à pourrir le milieu social, à monter les gens les uns contre les autres. Voilà en définitive, parce qu'ils se servent justement de ces mots d'ordre à leur profit, comme ils se sont servis du Covid à leur profit pour faire avancer leur agenda, comme ils servent de la guerre aussi pour faire avancer leur agenda européiste. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se servent de tous ces mouvements comme des points d'appui, de tous des éléments de crise de leur propre système pour avancer dans leur agenda. Et en plus, en plus de tout ça, il y a délitement social, parce qu'il y a des attaques permanentes contre la France. Macron, il est là pour détruire la France. C'est la défense européenne, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on abandonne notre défense nationale. Simplement ça. Quand il veut mettre le parapluie nucléaire au niveau européen, c'est-à-dire ce que nous avons payé avec nos impôts et qui défend notre territoire national, ça veut dire quoi? Il veut mettre ça à disposition de l'Allemagne. Pareil pour le siège au Conseil de sécurité de l'ONU en politique étrangère. Mais aussi des attaques contre le peuple français qui est ridiculisé, stigmatisé systématiquement, anglicisé, et j'en passe. Donc ces attaques, et puis toutes les attaques sociales également, hein, de destruction du lien social, justement. Donc pourrissement social issu de cette situation de blocage. Mais ce pourrissement, sur le plan politique, aboutit également à de nouvelles stratégies de prise du pouvoir. Ça fait émerger, par exemple, un espace pour des formes de radicalisation. Et c'est notamment ce dont se saisissent les néofascismes d'extrême gauche, qu'on appelle les antifas, les black blocs, ou ce que vous voulez. Ces néofascistes que l'on voit à l'œuvre depuis un certain nombre d'années sont surtout des petits bourgeois qui ont une haine du peuple français. Et j'en veux pour preuve, dans de nombreuses manifestations où il y avait beaucoup de drapeaux palestiniens, moi je suis en grande sympathie avec le combat palestinien, bien évidemment, mais où une femme, là on voit dans une manifestation, se fait attaquer, agresser parce qu'elle met un drapeau français. C'est notre drapeau quand même. Olive, il a fait une très belle vidéo cette année, il y a quelques semaines, justement où il s'est drapé dans le drapeau français. Mais attendez, c'est ce qui nous unit. C'est le peuple, c'est la chose qui nous unit, c'est déjà notre nation. Fraternité, liberté, égalité, fraternité. Et si on détruit ça, mais ça veut dire que c'est la guerre civile.
C'est ça que ça veut dire. Si on n'est pas capable, si autour du drapeau national, on n'est pas capable de se dire, bah, nous sommes un peuple, ça veut dire qu'il n'y a plus de peuple et que bah, c'est la lutte de tous contre chacun. C'est ça que ça veut dire. Et cette haine du peuple français que moi j'ai côtoyé, j'en ai rencontré hein, dans des petits bourgeois qui disaient de gauche ou autre, ou d'extrême gauche, qui avaient une haine du peuple français. Une haine d'eux-mêmes, même quelque part. Nihiliste. Et donc, tout cela, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que ces gens, ils ont vraiment un rôle, justement, de néofascisme, parce que ce sont des alliés qui sont pour restreindre la liberté de façon drastique, et d'autre part, qui utilisent l'action violente de manière usuelle. C'est ça, le fascisme. Et voilà ce qu'ils font. C'est rien d'autre que ça. Hein. Et du fait, ce sont des alliés objectifs des euphéristes, qui, eux, veulent détruire justement les nations et leur souveraineté. Et tout cela, je vous le dis, c'est tout sauf un hasard. Ce sont des alliés objectifs, et je pense que dans la tête, alors il y a certainement des gens qui sont entre guillemets, des idiots utiles de cela, mais croyez-moi qu'il y en a à l'intérieur qui, au fond d'eux-mêmes, savent très bien qu'au fond, ils travaillent pour le même agenda, en définitive, mondialiste. Qui est tout sauf la différence, si on est communiste, on est internationaliste. La différence entre mondialiste et internationaliste, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on ne nie pas les nations, normalement. Retournons aux sources un petit peu aussi, des fois. Pourrissement de l'autre côté, avec éventuellement, justement, des nouvelles stratégies à droite. C'est ce qu'on est en train de voir, avec des dérives d'une partie de la droite nationale, qui est censée, justement, de lutter contre le néolibéralisme, contre la mondialisation, contre l'Union européenne, pour retrouver une souveraineté, vers un accord avec la haute bourgeoisie mondialisée. Quelque chose qui s'est passé en Italie avec Meloni. Meloni, c'est ça. Ce n'est rien d'autre. Et en France, la déclinaison, l'archétype de ça, c'est Bardella. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont mis Marine Le Pen, qui leur semblait moins manipulable de ce côté-là. C'est discutable ce que je dis là, mais beaucoup plus facile avec un arriviste comme Bardella de lui dire bah, tu vas te mettre d'accord et puis avec le haut patronat français, la haute bourgeoisie française, et puis on va s'arranger, on peut s'arranger. C'est ce qui se passe en Italie aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Mais Marine Le Pen ou Salvini en Italie, ils n'ont pas les mêmes que ceux-là, justement. Hein. C'est ça que les gens de gauche n'arrivent pas à comprendre. En disant extrême droite, extrême droite. Si vous mettez ça, mais ça joue le jeu du système. Si vous n'êtes pas capable de faire cette distinction, à partir de là, on a perdu. On a perdu. Parce que chacun de notre côté, on n'a pas les forces aujourd'hui pour le faire. Il faut s'allier. Comme on l'a fait hein, au CNR. De Gaulle était de droite, bien de droite, et il s'est allié avec le Parti communiste dans la résistance. Ça, c'est quelque chose que les gens qui se réclament du CNR à gauche, ils disent le CNR c'est la gauche. Mais non, c'était pas ça le CNR. C'est terrible de voir répéter des évidences comme ça, encore et toujours. Et puis, le pourrissement des personnes, pourrissement social, mais pourrissement des individus, des sociétés, des structures. Et voilà un exemple, par exemple, voilà quelqu'un. Je m'appelle Rolf, donc un Allemand avec un t-shirt à droite carré. C'est le recordman Guinness des records, du mec qui a le plus de piercings au monde. Voilà la situation, voilà le genre d'individu que la société d'aujourd'hui produit. Des monstres. Voilà le pourrissement. Alors, que faire? Bah, proposer une autre alternative. Ça peut paraître un pléonasme, mais ça, c'est une autre alternative. Parce que toutes ces alternatives-là n'en sont pas ou sont vouées à l'échec. Hein, malgré notre petite taille, je pense que nous proposons une vraie alternative, justement. Hein, et la faire grandir. Donc laquelle? Laquelle, ça je crois que nous y travaillons depuis un certain nombre d'années, et puis nous sommes arrivés, ça s'est construit, je dirais, chemin faisant.
On n'est pas parti d'un truc, on dit, bon, bah, nous, on veut mettre en place une élite qui va gouverner, un roi, ou on veut mettre en place des soviets, etc. Non. On s'est dit, on reprend la situation telle qu'elle est. Dans la situation historique telle qu'elle est aujourd'hui, avec toute l'expérience qu'on a eue au XXe siècle, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut trouver une autre voie? C'est comme ça que ça s'est construit. Donc on n'est pas parti de dire on va mettre un modèle et puis on va essayer de l'appliquer. Non. On a construit le truc en disant qu'est-ce qui pourrait fonctionner réellement dans la réalité. Et c'est ça ce qu'on a mis dans le modèle de la 4e, c'est ce qu'on a mis également dans la Constitution de la 6e République. Et tout s'emboîte, je dirais, de façon harmonieuse dans cet objectif. Et c'est pour ça que je dis que cette Constitution elle est réellement parfaitement réaliste. Donc sur laquelle, là franchement, j'ai peu de doute, au moins sur l'architecture. Après sur les détails, évidemment, ça peut, on peut s'entendre, ça peut se décliner de façon différente. Même via 4, c'est censé pouvoir se déployer dans d'autres pays. Voilà, c'est à décliner selon les pays. La Constitution qu'on propose, c'est pour notre pays, la France, notre nation. La question derrière, c'est comment? Comment justement susciter une écoute que l'on n'a pas aujourd'hui et sortir des blocages? Donc recommencer la même chose en s'adressant avec les mêmes personnes, en dialoguant avec les mêmes personnes comme on le fait depuis un certain nombre d'années, bah, on n'aura pas de résultat différent. Ça fera exactement la même chose. Et on l'a constaté à l'UER et ailleurs. Donc c'est bien gentil. C'est bien. Je ne dis pas qu'il faut arrêter ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais ça ne donnera pas d'autres résultats que ce que ça a donné jusqu'ici, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Soyons honnêtes concrètement dans la vie politique qui puisse peser. Dès lors, vers qui se tourner? Vers qui peut-on se tourner compte tenu de toute cette situation de pourrissement et de pourrissement également des individualités, hein, comme je viens de le montrer là, qui est un cas extrême, mais ça a infusé quand même dans la société, tout cela. Les addictions par le football et ce genre de choses aussi qui entrent là. Donc vers qui se tourner? Bien, moi je pense qu'il faut se tourner, j'en suis arrivé à la conclusion que la seule force dynamique qu'il y ait aujourd'hui, ce sont les jeunes issus de l'immigration, donc déjà jeunes, important, issus de l'immigration, mais qui ont de l'ambition, qui veulent aller de l'avant, hein, et qui n'ont pas non plus de situation à préserver ou de situation à récupérer. Donc voilà, c'est des jeunes qui se complaisent pas dans la victimisation, dans le je m'en foutisme, dans l'inactivité et autres. Des gens qui travaillent, qui sont volontaires. J'en ai rencontré dans ma vie professionnelle, hein, et encore très très récemment, là, des gens qui venaient du Maroc notamment, voilà. Des gens avec qui je pouvais discuter. C'est assez paradoxal parce qu'en fait, c'était quasiment tous, hein, et ils comprenaient ce qu'on disait, parce qu'ils venaient du Maroc, ils n'étaient pas endoctrinés et bloqués dans des schémas comme on peut rencontrer des gens aujourd'hui. On pouvait vraiment discuter vraiment sur la politique, ils comprenaient, parce qu'ils vivaient aussi ce monde dominé par les impérialistes. Donc voilà, je pense que il y a, s'il y a une frange qui sont pas justement dégénérés, hein, on peut appeler un chat un chat, ces gens-là ne sont pas des dégénérés, c'est des gens normaux, je dirais, quoi. Voilà, des gens, mais ce ne sont pas des gens qui sont dans la victimisation, de dire nique la France ou ce genre de choses. Non, pas du tout. On est complètement à l'opposé de ça. Ce sont des gens, au contraire, qui sont sensibles, d'une part, à la multipolarité, parce que justement, ils ont des origines au moins qui viennent d'autres pays. Et puis, ils incarnent, je dirais, une vraie diversité, parce que c'est pas aussi cette uniformisation dans laquelle on nous conduit et le néolibéralisme nous conduit, et puis qui ont un amour de la France. Moi, j'en ai rencontré. Moi, je citais à une autre époque un Marocain qui était venu en France travailler, un informaticien, qui disait, mais moi, ce que je viens en France, c'est pour travailler avec des Français et rencontrer des vrais Français. Donc, il était très content de travailler avec moi. Mais il était même déçu parce qu'en fait, dans les autres qui ont travaillé, il y avait beaucoup d'étrangers. Il n'y avait pas assez de Français à son goût, vous voyez.
Donc, voilà, c'est quelqu'un, en fait, bon, qui était marocain, hein, voilà, qui aimait son pays, il n'y a pas de doute, mais qui avait aussi un amour de la France et des Français, vous voyez. Voilà, c'est ces gens-là. Ils existent, ces gens-là. On ne les entend pas. Hein. Aussi, ils payent. Hein. C'est aussi des Nicolas qui payent. Et je dirais, euh, autre motif d'espoir, quand même, c'est que cette génération, elle arrive, quand même. C'est une nouvelle génération qui donc pousse la génération antérieure de jeunes. Et cette génération, et je crois qu'il y a un symbole de cela, c'est que pour la première fois depuis longtemps, la consommation de drogue diminue chez les plus jeunes. De drogue au sens large, hein. Tabac, alcool et tout ce qui est drogue comme cannabis et les autres drogues. Pour la première fois depuis longtemps, la consommation de drogue diminue chez les plus jeunes. Donc ça, c'est très encourageant. Et je pense que c'est dû justement à ces jeunes-là qui veulent... il y a des jeunes français aussi qui sont certainement dans ce cas-là, j'en connais, hein, qui sont dans cette optique de redressement, de dire, attendez, on ne va pas laisser les choses dériver comme ça. Donc, pour l'instant, ces gens-là ne sont pas... Personne ne leur parle, en définitive, et je pense que... et ce sont eux l'avenir. Ce sont eux l'avenir, et c'est avec ces gens-là, je crois, qu'on peut construire quelque chose, et qu'on peut leur dire, la quatrième voie, c'est l'alternative pour faire entendre votre voix, justement. Voilà, un slogan que je propose à votre réflexion. Voilà donc l'alternative. Donc en résumé, nous faisons face à de multiples blocages politiques, ça, nous le constatons chaque jour. Le pourrissement social et économique, je ne vais pas parler de l'économie, mais je pourrais également parler de l'économie, il est également là, puisque nous avons une désindustrialisation, une perte de savoir-faire qui est dans tous les domaines, qui est dramatique pour notre pays. Notre pays est vraiment en phase de destruction, de délitement. Et du coup, je vous propose de faire grandir une alternative maintenant. Hein, et donc, nous allons essayer de mettre ça en place, de concrétiser cela, hein, y compris au niveau des visages qu'on peut vous proposer pour concrétiser justement que ça se matérialise dans les personnes qui vont proposer cette loi. Alors, pour conclure, je vous invite à passer à l'initiative, évidemment. Donc, pour concrétiser cette quatrième voie, donc, qui est une stratégie qu'on a mis en place à partir du début 2023, avec cette émergence de cette notion de quatrième voie qui élargit un petit peu tous les travaux qu'on avait faits pour essayer de sauver la France, entre guillemets, mais de se dire, mais au fond, ce qu'on a fait, ce modèle de société, il est transposable dans plein d'endroits. Je pense à la Serbie, notamment en ce moment, hein. Peut-être aussi au Népal, qui sait. C'est bien des voies alternatives. Sinon, c'est encore les capitalistes qui récupèrent ces choses qui ne sont pas forcément à leur initiative. Hein. On parle souvent de révolution orange, il y en a, hein, mais il n'y a pas que ça. Résumer cela à ça, je pense que c'est une erreur. Donc, je vous invite à venir participer, discuter avec nous tous les lundis soirs à 21h en visioconférence. Le lien est ici, vous le retrouvez sur la page du site impcr.org, sur lequel je vous invite à vous inscrire pour ne rien rater de l'actualité d'une perspective de la 6ème République. Le livre, La crise terminale du capitalisme, je vous invite à le regarder. L'émission que j'avais, l'interview que j'ai donnée à TV Liberté aussi, je pense que c'est intéressant, nous donnera déjà un aperçu de ce qu'il y a dans ce livre. Un livre que j'ai fait l'année dernière
qui est un roman d'anticipation politique, avec justement des éléments à l'intérieur qui commencent à se produire, hein, malheureusement, hein, sur les agences de notation qui dégradent la note de la France. Ça fait partie intégrante de ce qui est anticipé dans ce roman d'anticipation politique. Et puis, pour donner un vernis, je dirais, en quelques pages, donc les livrets émergence, que je vous invite également à lire, à commander. Les autres sites auxquels nous participons, Cercle du renouvellement constitutionnel, Recours Constitution, et également le Cercle du renouvellement spirituel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère pouvoir vous donner des informations qui découlent de cette émission et de cette orientation, de ce public vers lequel nous souhaitons nous tourner désormais très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une autre émission. Au revoir.